Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Suite au décès de la 10e victime du Covid-19 originaire de Rangiroa, se pose aujourd'hui le problème du rapatriement des défunts vers leur île natale. Un véritable casse-tête pour les familles, un dossier que vous allez découvrir dans un instant. En cette période de crise sanitaire, il est difficile pour des milliers d'élèves de décrocher un stage en entreprise. Des alternatives existent. Vous allez entendre certains témoignages dans ce journal. Comment expliquer la brusque augmentation du nombre de cas de coronavirus en l'espace de 3 jours? Le docteur Didier Bondou est avec nous. Il répondra également aux questions des internautes. Bonsoir et merci d'être avec nous. La dépêche de Tahiti, le plus vieux quotidien de la Polynésie, va-t-il tirer sa révérence? Le tribunal du commerce a prononcé hier sa mise en liquidation judiciaire. La direction entend faire appel de la décision de justice. Enfin, pour terminer, on s'intéresse à la prouesse de Yann Quenet. Il nous raconte son tour du monde à bord de sa petite embarcation de seulement 4 mètres et déjà 32 jours de mer. Nous vous le disions hier soir, la Polynésie française a franchi la barre des 1100 cas actifs de Covid-19. L'une des 11 victimes décédées est originaire de l'atoll de Rangiroa. Le problème du rapatriement du corps d'un défunt commence à se poser. Si la voie aérienne s'avère être coûteuse pour les familles, trouver un bateau relève aussi du parcours du combattant. Vous allez le voir, sans parler des procédures sanitaires exigées. L'enquête de Caroline Fari, Laït Mauri et Teiva Ribé. Un cercueil en partance pour Rangiroa. La situation pourrait paraître anodine, sauf que la personne est décédée du Covid. Pour la famille, c'est le casse-tête. Difficile de trouver un bateau ou un avion pour rapatrier le corps. Il y a peu de riz, parce qu'on a essayé aussi de contacter par avion, mais LCT ne prend pas les Covid. Donc on remercie Dori de nous aider pour cela. Et ça va aider aussi d'autres familles par la suite, de ramener les défunts, surtout ceux de Tuamotu. Sur les îles sous le vent, d'autres navires comme le Hawaii Kinui acceptent le rapatriement, mais la procédure est stricte. Il s'agit avant tout de protéger l'équipage pour que l'approvisionnement des îles soit assuré, où ces cercueils étanches et désinfectés sont obligatoires pour embarquer. Ce cercueil est ensuite placé dans un véhicule mortuaire qui est chargé par l'entreprise mortuaire à bord du navire et qui, sur l'île de destination, va être déchargé par l'entreprise mortuaire. C'est ce qui nous assure de faire un transport de défunts dans les meilleures conditions, à la fois pour le défunt bien entendu, mais aussi pour notre équipage. Le cercueil hermétique et étanche, le voici, avec son filtre épurateur. En cas de Covid, les employés des entreprises funéraires doivent porter des équipements de protection individuelle et ne pratiquent pas les soins de conservation. Pour tout rapatriement, que ce soit dans nos îles ou à l'international, un cercueil hermétique et un filtre épurateur est nécessaire en plus du cercueil en bois et de l'emballage spécifié par les compagnies aériennes. Covid ou pas? Covid ou pas. Quant au rapatriement par avion, après réflexion, il est aujourd'hui accepté par la compagnie domestique sur un vol spécialement affrété et sans passagers. La réglementation relative au transport des dépouilles a beaucoup évolué. Il se trouve qu'aujourd'hui, elle permet le transport de dépouilles d'une manière générale sur des vols commercialisés, c'est-à-dire avec des passagers présents à bord de l'avion. Mais s'agissant de transport de dépouilles covidées, nous préférons que ces transports soient faits hors présence de passagers commerciaux. Le transfert en avion est donc possible, mais très onéreux. Le prix variera en fonction du nombre d'heures de vol. Voilà, comptez tout de même près de 500 000 francs l'heure de vol pour un rapatriement par avion. Autre victime des contraintes sanitaires liées au Covid-19, les étudiants à la recherche d'un stage. Ils sont près de 4 000 rien qu'en classe de 3e et c'est sans compter les élèves du lycée. Des milliers d'étudiants se retrouvent en ce moment dans une impasse. Impossible de trouver une entreprise qui veuille bien les accueillir alors que se joue leur avenir professionnel. Le reportage est signé Ayata Tarhau et Patita Savia. Sur ce carnet, les numéros de l'espoir pour Tepo Inui. Bonjour, je suis une élève du lycée de Diadème en seconde gestion administration. Je ne prends pas de stagiaire. Ok alors, merci beaucoup. De rien, Nana. Mais il ne l'amène nulle part
Elle essuie son 4e refus de la matinée. La semaine dernière, je suis allée voir 17 entreprises et ils m'ont tous refusé. Du coup, ça commence en fait à devenir lourd. Ça ne donne plus envie d'aller chercher, vraiment. Après des mois de recherche, Cécilia et Jade sont sauvées, mais dépitées. Leur stage de validation, elles l'imaginaient autrement. J'ai eu des difficultés pour avoir mon stage. J'ai pris au moins 2 mois. J'ai envoyé des lettres de motivation, des CV, mais toutes ont été non favorables, à cause de la crise sanitaire. Il y a eu beaucoup d'impact avec la crise du coronavirus et que les entreprises qui prennent les stagiaires en ce moment, ce n'est pas des missions qui sont adaptées à notre filière. Quand la Covid-19 dicte sa loi et fait tanguer l'avenir professionnel des étudiants, aux grandes dames d'Air Tahiti, 123 stagiaires y ont forgé leurs connaissances en 2019, 0 cette année. Avec les mesures sanitaires que l'on a mis en place au sein de l'entreprise, ça a effectivement été un choix de ne plus recevoir d'élèves pour des raisons de responsabilité dans un premier temps, et puis aussi d'organisation, puisque avec cette crise, la société a dû se réorganiser en termes de temps de travail. Les salariés sont en réduction de temps de travail, donc même pour pouvoir accompagner ces élèves-là, cela a complexifié la gestion du suivi des élèves. Pas de doute, le coronavirus ébranle le monde. Le lycée Diadème en a conscience et innove avec l'option de la dernière chance. Cette année, par exemple, en BTS, et l'année dernière, on avait déjà inauguré cette manière de faire, on peut faire aussi du télétravail. Par exemple, un élève ne peut pas être accueilli dans l'entreprise, mais des tâches lui sont confiées et nous, on leur offre l'accès à une salle informatique. Ils peuvent réaliser les tâches sur site, dans l'établissement, tout en travaillant pour une entreprise extérieure. Mais pour l'heure, pas question de réformer le programme de l'éducation nationale. Les séquences d'observation au milieu professionnel, notamment pour les 3e, indispensables selon la DG2E. Le contexte sanitaire nous incite à réfléchir ou à penser autrement les stages. Néanmoins, je crois que c'est quand même indispensable dans un cursus d'élèves, pour les élèves notamment vous parlez des élèves de 3e, de faire des séquences d'observation, de voir comment se passe le milieu professionnel. C'est essentiel pour la réflexion sur leur propre orientation scolaire. Cette année, près de 4000 élèves de 3e sont concernés. Le parcours du combattant vers la vie active ne fait que commencer. Et parce que des cas positifs de Covid-19 ont été identifiés au lycée Diadème, les élèves internes de l'établissement ont été dépistés ce matin par les agents du bureau de veille sanitaire. Les résultats devraient être connus demain. Une zone tampon a été aménagée pour isoler les malades. Conséquence, l'établissement a décidé de reporter sa journée polynésienne initialement prévue le 25 novembre, de même que la fête de l'internat à une date ultérieure. Et comme vous pouvez le voir sur la carte publiée par la direction de la santé, Tahiti Oria concentre à elle seule 823 cas actifs avec une forte concentration des patients sur la zone urbaine, 122 cas à Papeete, 134 à Faa et 108 à Punaoia ou encore 54 cas à Mooria. Il y a aussi une dizaine de cas actifs dans les îles. Et nous accueillons maintenant le docteur Didier Bondou. Merci d'être toujours au rendez-vous. Des questions générales d'abord. 500 nouveaux cas en 72 heures, un nouveau mort. Comment expliquer cette vague de contamination en aussi peu de temps ? Je pense que les causes sont nombreuses. D'abord, c'est l'évolution un peu naturelle d'une épidémie telle qu'on la connaît depuis quelques semaines maintenant. Ce qu'on avait connu en mars-avril n'était pas du tout épidémique, c'était des cas sporadiques. Là, on est vraiment dans l'épidémie, donc forcément, le virus est circulant dans tous les quartiers, partout. En plus de ça, probablement quelques relâchements. Il faut bien avouer que les distanciations, les gestes barrières, il n'y a qu'à voir vos reportages. Je pense qu'il y a au moins 3 masques sur 10 qui sont bien mis. Donc, il ne s'agit pas de porter le masque, il faut le porter par-dessus le nez et par-dessus la bouche. Ensuite, restreindre au maximum les fêtes de famille. C'est vrai que c'est difficile, mais les fêtes de famille, les rencontres, que ce soit les veillées, que ce soit les occasions familiales, il faut vraiment restreindre le nombre des personnes. Là, on a atteint le pic, selon vous ? Non, je ne pense pas. Les questions des internautes maintenant. Thierry Peini, avez-vous des cas de Covid-19 avec des séquelles 1, 2, 3 mois plus tard ? Si oui, quelles sont les principales séquelles observées en Polynésie et comment les traitez-vous ? Ça existe, bien évidemment. On a du recul avec ce qui a pu se passer en métropole lors de la première phase épidémique. En fait, il y a 2 catégories. Les Covid graves qui ont nécessité de la réanimation ont des séquelles, effectivement, qu'ils soient pulmonaires, cardiaques et
Par ailleurs, les Covid plus simples, il s'avère qu'il y a des fatigues persistantes et peut-être d'autres symptômes, des arthralgies, des douleurs articulaires, un petit peu comme le chikungunya. On verra ça certainement dans quelques mois, sans compter les séquelles probablement psychologiques d'un long séjour en réanimation, et y compris des personnels soignants qui sont bien proches de burn-out dans certains cas. Certains la perte du goût, par exemple, et de l'odorat, ça peut durer plusieurs mois, ça? Non, ça ne dure pas très longtemps. Ça non plus, il faut bien, je dis aux téléspectateurs qu'il ne faut pas se fier à ça pour se dire « tiens, j'ai probablement le Covid ». Les symptômes sont parfois frustres. Il s'agit d'un simple petit rhume, nez qui coule, nez bouché, sans forcément avoir de température. Alerter le médecin traitant pour se faire tester, c'est impératif. Les pertes de goût et d'odorat viennent souvent après. Une question de Laura, pourquoi est-ce qu'il y a quelques semaines, on traquait les cas contacts en les obligeant à se faire tester et que maintenant on refuse de faire le test même au conjoint d'un cas positif s'il n'y a pas de symptômes? C'est simplement qu'on n'est pas du tout dans la même phase. On était au début dans la phase d'essayer de retrouver des clusters, d'essayer de pister les cas positifs et les cas contacts pour se regrouper un petit peu géographiquement où était le virus. Là, le virus circule. Donc on sait qu'il est sur Tahiti, il est sur toute l'île de Tahiti. Donc les cas contacts sont quand même isolés à l'isolement, et en cas de symptômes, ils sont testés. Une question de Marie, pourquoi les compléments alimentaires ne sont-ils pas utiles contre le Covid? Disons qu'il y a eu beaucoup d'essais au niveau des compléments alimentaires, en particulier on entend parler le zinc dans les atteintes virales comme la grippe, etc. Il y a eu beaucoup d'essais de faits in vitro, c'est-à-dire en laboratoire. On s'est rendu compte que le virus semblait sensible à ces oligo-éléments comme le zinc. Mais dans le corps humain, rien n'est prouvé encore. Alors ça n'empêche qu'on peut se mettre des sprays nasaux avec de l'eau de mer et à base de zinc, ou alors prendre des comprimés à base de zinc. Mais ça n'empêchera pas, si le Covid doit malheureusement s'aggraver, il s'aggravera. Une question de Héré. Que suggérez-vous pour le retour des élèves internes vers les îles pendant les vacances de la Toussaint, en sachant qu'il pourrait y avoir des cas asymptomatiques parmi eux qui n'auront pas été testés? Vaste sujet. Malheureusement, je dirais la situation incombe aux politiques et au pays. Il s'avérerait logique, si on se base simplement sur une question sanitaire, qu'il faudrait éviter ces va-et-vient entre Tahiti et les îles. Ça paraît une évidence. Après, est-ce qu'on aura les moyens humains de réaliser des tests PCR 3 jours avant le retour dans les îles, ce qui pourrait être souhaitable. Mais je crois que malheureusement, ce serait peut-être pas illogique de conserver ces étudiants sur Tahiti. Alors une question générale à nouveau. Est-ce que vous, médecins, vous avez le même niveau d'information que la population? Le gouvernement communique-t-il assez alors que la flambée des cas s'accentue? C'est vrai que depuis quelque temps, on manque un petit peu d'informations et d'échanges entre le gouvernement, le ministère et nous-mêmes, même si on a des bulletins de la veille sanitaire hebdomadaire, mais on aimerait avoir une vision un petit peu plus à long terme. En particulier sur ce qui est pris en charge des Covid, on souhaiterait mettre en place, et ça c'est une question qui a été demandée depuis longtemps à la CPS, de la téléconsultation, qui a été mise en place alors qu'il n'y avait pas l'épidémie et qui n'existe plus en pleine phase d'épidémie. Ce serait quand même intéressant de le mettre en place. Docteur Didier Bondou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve donc mercredi prochain. Merci, bonne soirée. Et les gestes barrières, ne les oubliez pas, comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et évitez de vous serrer la main. En cas de doute sur votre état de santé, ces 2 numéros, le 40 45 50 00 ou le 15, uniquement en cas d'urgence. Également dans l'actualité, la liquidation judiciaire de la dépêche de Tahiti prononcée hier par le tribunal de commerce de Papeete. Les 40 salariés sont bien sûr atterrés par la nouvelle. Le quotidien a dû stopper son activité ce mardi, la décision étant exécutoire. Lors de la rencontre entre les représentants des employés et la direction, cette dernière a confirmé qu'elle fera appel de la décision. « Je ne vous abandonnerai pas », leur a dit Dominique Auroy, des propos qui n'ont pas convaincu le personnel. Et puis cet appel à témoins émanant des services de la gendarmerie pour Rea Tehavaru, 14 ans, n'a pas regagné le domicile familial à Utumauru. Toute personne l'ayant aperçu est priée de contacter sa famille au 87 20 62 76 ou alors la gendarmerie de Fa'a au 40 46 72 00 ou le 17. Au chapitre judiciaire maintenant, cette affaire pour le moins singulière jugée en correctionnel, celle d'une femme qui avait dérobé les économies de son mari et les a remplacées par de faux billets imprimés, des faits qui se sont déroulés en 2016, le compte-rendu d'audience de David Chang.
Au total, ce sont 27 billets de 10 000 francs qui auront été imprimés par cette femme d'une quarantaine d'années. Elle piochait dans les économies de son mari, des économies qui étaient cachées dans une armoire dans la chambre du domicile conjugal et qu'elle remplaçait avec de simples photocopies qu'elle faisait à son travail et qu'elle découpait elle-même avec des ciseaux. Le but, c'était que son mari ne se rende pas compte de la supercherie et ça a plutôt bien marché. Il ira même jusqu'à présenter ses faux billets de 10 000 francs dans un commerce, là où la supercherie a été révélée, puisque tous les billets de 10 000 francs avaient le même numéro de série. Pourtant, le couple était plutôt bien inséré socialement. Lui, il était prestataire de services sur l'atoll de Nuku'tepipi et elle était secrétaire de direction. Elle gagnait environ 180 000 francs par mois. Mais l'avocat à la défense avancera plutôt un rapport à l'argent assez difficile pour le couple. On le voit en Polynésie française, on le voit un peu partout. Les couples ont souvent du mal à se parler de leur rapport à l'argent et encore une fois à la consommation. Ils ont tendance à appréhender ce sujet un peu tabou, chacun de leur côté, sans trop communiquer sur le sujet. Et ça peut amener à des difficultés dans le couple, alors qu'il n'y en a pas par ailleurs. À la barre, elle accusera même son mari de ne pas participer assez aux dépenses ménagères. Le procureur a requis une amende de 40 000 francs sous la forme de timbres postaux. Et le tribunal a finalement relaxé la mise en cause. L'État et le pays n'ont pas fini avec la rétrocession des terrains militaires sur Aruif, Aa, Mahina, Papeete, Pire et Tayarapu Est. Le comité de pilotage du contrat de redynamisation des sites de la défense se réunit ce matin avec le commissaire Dominique Saurin et Teari Alpha, vice-président de la Polynésie. La totalité des parcelles cédées représente près de 22 hectares pour une valeur estimée à environ 4,9 milliards de francs pacifiques. Après la cession du terrain de Motuuta où la commune de Papeete envisage d'y développer des activités nautiques et touristiques, d'autres projets sont en phase de finalisation, comme nous le précise le haut-commissaire au micro de Patrick Sinsing. Le pays et l'État ont engagé des crédits pour 1,2 milliard de francs. On a utilisé un peu moins de 40% de ces crédits. Il reste 60% à utiliser, mais surtout ce qui est important, c'est au cours de l'année écoulée que ces crédits ont été beaucoup utilisés. Donc il s'agit d'accélérer encore, ce que ça permet de réaliser de belles opérations, soit pour installer des entreprises à Aroué, soit pour installer un port de plaisance à Papeete, soit à Pirée pour faire une opération dans le centre d'aménagement du centre-ville, soit pour organiser aussi un marché de proximité. Voilà, les communes concernées doivent lancer des appels à projets au mois de novembre et finaliser leur dossier avant 2022. Dans un tout autre contexte maintenant, en direction pour cela Rurutu, dans l'archipel des Australes, où les écoles s'attachent à reconnaître et à valoriser la langue Rurutu au même titre que le français. Depuis la rentrée de septembre, le Reo Rurutu à parité horaire avec le français est enseigné dans toutes les classes de la maternelle à la primaire à titre expérimental. Les 109 élèves parlent déjà la langue chez eux, mais ici, ils apprennent à l'écrire. Et pour réussir son application, 10 enseignants du cycle 1 et cycle 2 sont en formation depuis hier et durant toute la semaine, sous l'œil avisé de l'académicienne Voltina Dauphin et de l'inspecteur de l'éducation nationale Jean-Louis Laflaquière, que je vous propose d'écouter au micro de Heya Parautokurangi. Ce dispositif et ce projet s'inscrit bien évidemment dans celui initié par notre ministre, à savoir de mettre en place un enseignement bilingue à parité horaire égale, et notamment en commençant par la maternelle. Alors évidemment, pour démarrer ce processus, la première étape, c'est la formation des enseignants qui sont sur le terrain et qui vont avoir cette responsabilité, c'est important. Enfin, pour terminer cet exploit réalisé par Yann Quenet, ce navigateur hors norme est arrivé il y a une semaine en Calédonie. Après avoir traversé le Pacifique depuis la Polynésie sur son voilier de 4 mètres, il ne s'agit que d'une étape d'un tour du monde entamé au départ de la Bretagne, puis du Portugal à la suite d'une casse mécanique. C'était l'année dernière. Il raconte son périple de 32 jours. Yann Quenet fait le tour du monde avec un baluchon pas comme les autres. Baluchon, c'est son minuscule voilier de 4 mètres et de 480 kilos. Le navigateur l'a construit lui-même pendant 6 mois, chez lui en Bretagne, avant de prendre la mer en mai 2019. Une aventure folle, en solitaire et un peu à l'étroit. Et ben voilà, bienvenue à l'intérieur de Baluchon. Donc ça se résume en une chose, c'est ma couchette. Et puis après, j'ai toutes mes affaires et toute ma nourriture, toute mon eau.
à portée de main, quoi. Donc le plus important, ce qui prend le plus de volume, c'est les bidons d'eau. C'est ça le stockage le plus important pour le bateau. Et puis après, ma nourriture est stockée dans des petits containers comme ça. À 51 ans, ce Breton a déjà navigué plus de 18 000 km. Parti de Lisbonne, il a fait escale aux îles Canaries avant de traverser l'Atlantique pour atteindre la Guadeloupe, puis le Panama. Le 4 septembre dernier, après avoir mouillé quelques semaines en Polynésie, il a repris la mer pour une traversée de 32 jours et sur sa route, la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à présent, j'ai eu des alizés assez corrects et puis je n'ai pas vraiment souffert de la mer, mais là, la mer était un peu plus musclée. J'avais une grosse mer croisée pendant plusieurs jours avec beaucoup de vent. Et donc là, c'était un peu plus inconfortable et un peu plus dur, un peu plus fatigant que sur de mon trajet d'Europe jusqu'ici, quoi. À un moment, je suis sorti du capot et juste une baleine, je suis passé à 2 mètres d'une baleine qui avait la nageoire verticale. Et donc, j'avais mon verre de thé à la main, ma tasse de thé à la main, et j'ai eu un moment de frisson, comme ça, de ne pas savoir quoi faire, mais finalement, c'était des petits moments très sympas avec la mer, quoi. Yann compare souvent son embarcation à un bouchon qui flotte au milieu de l'océan. Une vie en solitaire que ce marin apprécie un peu plus chaque jour. Les jours succèdent aux jours et puis on n'a plus vraiment l'impression du temps qui passe, on flotte sur le temps. Et je trouve que c'est une sensation assez agréable de se retrouver hors du monde comme ça, à voguer sur les flots. Ça pourrait durer une éternité, que ça ne nous gênerait pas plus que ça, quoi. En raison de la crise sanitaire, Yann a modifié sa feuille de route. L'Australie devra attendre. Le navigateur va rester quelques mois en Calédonie. En 2021, il mettra le cap à la voile et à la godille sur l'île de la Réunion, une expédition difficile qui devrait durer plus de 60 jours. Voilà une belle aventure. Et puis, cette information purement pratique, les téléspectateurs qui ont une antenne Rato vont pouvoir apprécier à partir de demain des images en HD sur le petit écran. En effet, Polynésie la première sera la seule chaîne du bouquet TNT à diffuser en qualité HD. Qui dit HD signifie que vous allez pouvoir apprécier vos grands événements dans une qualité 4 fois meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Avant de nous quitter, il sera question de météo et plus particulièrement de sécheresse demain matin avec Sébastien Hugoni. Le météorologue viendra parler de la sécheresse qui sévit actuellement sur la Polynésie dans le cadre de l'invité café de votre matinale radio. C'est sur cette information donc que se referme ce journal, dont je vous rappelle l'information principale. Suite au décès de la 10e victime du Covid-19 originaire de Rangiroa, se pose aujourd'hui le problème du rapatriement des défunts vers leur île natale, un véritable casse-tête administratif et sanitaire pour les familles qui décident d'emprunter la voie maritime. Comptez également près de 500 000 francs l'heure de vol pour un rapatriement par avion. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet